Bien, ben écoutez, merci beaucoup d'être là. Pour certains fidèles à nos webinaires sur InnoGouv et peut-être pour d'autres qui découvrent nos travaux. On vous propose en cette fin d'après-midi de vous présenter, comme vous l'avez vu, les premiers résultats de l'enquête sur les structures de second niveau, aussi bien les unions, les SICA, SIC ou autres coopératives de coopératives, dans le cadre du projet InnoGouv. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant quand même, je peux vous présenter et on peut se présenter en tant qu'équipe aussi, puisqu'on a été plusieurs et nous sommes plusieurs à travailler sur le projet et nous sommes plusieurs, on va dire permanents, chercheurs, doctorants, ingénieurs d'études à travailler sur le projet. Peut-être à ce moment-là, en commençant par le haut. Peut-être Mohamed, si tu veux bien te présenter, puis après on descendra avec Issiar et Leïla. Je sais pas pourquoi vous appelez tous Mohamed Makraz, mais bon, c'est pas grave. Bonjour encore une fois pour tous les participants à ces webinaires. Je m'appelle Mohamed Makraz. Je suis doctorant en troisième année dans le projet InnoGouv. Je m'intéresse au lien entre la gouvernance, l'innovation variétale, l'innovation organisationnelle et la performance durable des caves et des unions coopératives en France. Bah, Issiar et Leïla, vous pouvez vous présenter aussi, bien entendu. Je m'appelle Isser Pavez, je suis enseignante-chercheur à l'IAM Montpellier et je suis dans le cadre du projet InnoGouv maintenant en train de travailler sur la partie inclusion des femmes et des jeunes dans la gouvernance des coopératives. Bonjour, moi c'est Leïla Temri, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier et je participe au projet InnoGouv, en particulier sur la partie innovation et notamment innovation numérique, même si je vais présenter cette fois-ci aussi la partie performance durable, mais qui a été réalisée par l'ensemble des participants. On est contente de présenter. Bonjour à tous, je suis Yale Koudou, ingénieur d'études sur le projet Unogou. Je travaille sur toute la partie gestion des données et aussi, je touche aussi à la performance gouver- euh, de gouvernance dans la structure viticole, les unions et la coopérative. Merci. Si on n'a oublié personne, on va commencer à défiler la présentation. Alors, je vous précise aussi qu'il y aura une pause à la moitié. À la fin de la partie sur la gouvernance, vous pourrez poser des questions. Posez-les, s'il vous plaît, dans le chat. Nous vous y répondrons à ce moment-là. Et puis, vous pouvez les noter au fur et à mesure, bien entendu. D'abord, je vais vous présenter la méthodologie de l'étude et quelques repères économiques. Ensuite, il y aura donc la partie gouvernance présentée par Yalé Koudou, puis la partie innovation à la fois variétale, numérique et organisationnelle par Mohamed Makraz et Leïla Temri. Et enfin, la performance durable aussi par Leïla Temri avec une petite conclusion et y compris un petit focus sur une étude négoce que nous sommes aussi en train de réaliser et qui pourra faire l'objet plus tard aussi d'un webinaire et d'une présentation. InnoGouv est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et pour une partie de la thèse aussi par le FEDER et la région Occitanie. Il s'intéresse aux coopératives, plus précisément aux coopératives agricoles et viticoles, qui, pour les coopératives viticoles, représentent 40% de la production en France, ce qui est quand même extrêmement important, et qui ont des capacités d'innovation très variables, qui peuvent être des facteurs de compétitivité pour leur performance et leurs évolutions. Le projet InnoGouv s'intéresse à la gouvernance, l'innovation, la durabilité dans les coopératives vinicoles, enjeu qui a été mis en avant par la prospective France Agrimaire depuis 2017. Et le projet s'étend de 2023 à 2028. Donc l'équipe, eh bien, un certain nombre se sont présentés.
donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, il y a aussi Geoffroy Enjolras, je pense qu'il assiste, il s'était inscrit en tout cas pour assister à cette présentation qui s'occupe notamment de la partie quantitative et qui est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes. Et puis Philippe Maclanéan, qui nous a beaucoup aidé, notamment pour les enquêtes et ensuite pour la partie communication, et qui va revenir très bientôt sur le projet en tant qu'ingénieur d'études. Donc on peut passer. Nous avons aussi des stagiaires, particulièrement cette année. Raphaël Capristo, Lucas Gagneux et Abbé Yapo qui sont arrivés sur le projet depuis le tout début mai. Raphaël qui travaille sur la partie communication, sur le site internet qui va enfin sortir au tout début juin, mais aussi sur des bases de données concernant les coopératives, les négociants et les unions. Lucas Gagneux qui est Raphaël Capristo qui est en stage de 2 mois et qui est de l'université Paul Valéry de Montpellier. Lucas Gagneux qui est en formation ingénieur agro Montpellier, formation agro-manager, et qui fait son stage de fin d'études sur la performance économique et financière des caves coopératives, mais aussi sur d'autres aspects, notamment concernant l'innovation et la durabilité. Et puis enfin Abbé Yapo, qui est ingénieur agro deuxième année et bientôt en formation agro-manager, qui fait un stage de 2 mois sur l'analyse des données économiques et financières des négociants en vin. Nous avons des partenariats dans le cadre de ce projet avec le Haut Conseil de la coopération agricole, l'Association nationale de la révision et les douanes et droits indirects pour l'accès à certaines bases de données. Et puis, nous travaillons évidemment en lien avec le réseau des fédérations de la coopération agricole, la branche nationale, on va dire, bien entendu, avec Vignerons Coopérateurs de France, mais aussi les fédérations régionales, ainsi qu'un certain nombre de structures qui nous ont aidés, notamment à faire les enquêtes pour l'ICV en tant que prestataire de services, l'Institut coopératif du vin, et l'INRA et Transfert qui travaillent en ce moment sur l'analyse de vie organisationnelle, du cycle de vie organisationnelle d'une coopérative champenoise. Alors, les objectifs du projet, d'abord, sont bien entendu scientifiques. Nous essayons de comprendre comment la gouvernance coopérative est susceptible de contribuer au développement d'innovations technologiques et organisationnelles et dans quelle mesure ces innovations peuvent influencer la performance durable des coopératives du secteur vinicole. Et puis, nous avons aussi un objectif pratique, plus opérationnel pour les coopératives, les aider, ainsi que leurs adhérents, à relever le défi d'une gouvernance tournée vers l'innovation, permettant d'améliorer la durabilité aussi bien en amont qu'en aval. Alors, en termes de méthodologie, pour cette enquête très spécifique sur les structures de second niveau, nous avons une approche quantitative avec l'accès à certaines bases de données, mais aussi une enquête faite sur le terrain, avec les unions, les SICA et les SIC qui ont bien voulu répondre à cette enquête sur la gouvernance, les innovations et la performance durable. Au total, nous avons 18 entreprises dans notre panel d'études. Donc, nous avons été 4 enquêteurs de l'Institut Agro Montpellier pour enquêter ces 18 structures de second degré. Rappel, nous avons aussi, bien entendu, et ça c'était l'objet des 2 premiers webinaires, surtout du dernier, fait une grande enquête quantitative sur 218 caves coopératives en France. Donc ces 18 structures représentent 2 unions de services, mais il y a aussi 3 SICA et SIC. Les SIC sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont on pourra reparler peut-être dans la discussion, et 13 unions de commercialisation. Donc, pour nous reporter, on va dire, à la population totale, on peut dire que nous avons 16 unions et assimilés, c'est-à-dire on a plus exactement 14 unions et 2 coopératives de coopératives, qui représentent 55% du total de cette population, qui sont au nombre de 29, et qui représentent quasiment 47% de leur chiffre d'affaires calculé sur 2023. Les SICA, nous avons uniquement 2 SICA. Il y en existe plus, mais qui sont parfois de petite taille, parfois plus grosses, ça dépend. Nous n'avions pas envisagé d'enquêter les SICA, mais finalement nous en avons enquêté quelques-unes. Donc ça représente 7% des SICA existantes et 7% de leur chiffre d'affaires.
Et enfin, donc au total, sur les 58 structures qui existent, 29 SICA, 29 unions et assimilées, nous avons, on va dire, un tiers du nombre et plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Donc en fait, notre exercice d'étude est plutôt représentatif sur les unions et assimilées, et on y a rajouté quelques autres structures, notamment des SICA. Là, vous avez une carte qui représente en fait par bassin de production la localisation des unions de coopératives et assimilées en France, et celles qui apparaissent en jaune sont celles qui ont été enquêtées. Les ronds aussi sont proportionnels à leur taille en termes de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez la répartition qui n'est pas très étonnante. Elles sont essentiellement soit dans le sud de la France, en Languedoc-Roussillon et en Provence, vallée du Rhône aussi, hein, évidemment. Un petit peu dans le sud-ouest, le Bordelais. Et ensuite, certaines qui sont beaucoup plus grosses, par exemple en Champagne et un petit peu aussi en Bourgogne. Alors, quelques repères économiques pour commencer la présentation de cette étude. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les types de structures qui existent et leurs activités. On peut dire que globalement, on a 4 types de structures qui existent. Tout d'abord, des structures de deuxième niveau classiques, des unions notamment, qui ont plusieurs caves adhérentes, parfois nombreuses, parfois moins nombreuses, et qui ont essentiellement une activité de commercialisation, que ce soit en France ou à l'export. Ensuite, on a des structures de second niveau qui sont beaucoup plus intégrantes ou intégratives, c'est-à-dire qu'elles ont aussi plusieurs caves adhérentes, mais qu'elles pilotent l'amont, c'est-à-dire les caves qui sont adhérentes, elles-mêmes par l'aval, et parfois elles ont un directeur commun à une ou plusieurs caves, ainsi qu'à l'union ou à la structure commune. Donc il y a une volonté d'intégration beaucoup plus du pilotage. Il y a ensuite des structures de second niveau qui sont beaucoup plus souples et qui sont plutôt des structures de mutualisation, avec assez souvent un faible nombre de caves adhérentes, qui ont assez souvent aussi une activité commerciale France ou export. Elles ont aussi un fonctionnement parfois de type commissionnaire, c'est-à-dire elles n'ont pas la propriété du vin, mais elles jouent le rôle de commissionnaires ou d'agents commerciaux pour aller commercialiser les vins des caves adhérentes, et elles peuvent avoir aussi quelques activités de service. Et puis enfin, on a des structures de second niveau qui sont totalement des structures de service, pas forcément de services commerciaux, mais avec souvent un nombre important de caves adhérentes, un travail en réseau et des activités de réflexion, de conseil, alors de services. Il manque le CE à la fin, mais c'est bien de services plus larges, mais qui peuvent être des services techniques ou des services de conseil, qualité, stratégique, etc. Voilà les 4 types. Alors, en termes de surface en production, l'ensemble des structures qui ont été enquêtées représentent une surface totale d'un peu plus de 48 000 hectares à la récolte 2022. Et vous voyez tout de suite, si on regarde la répartition par bassin, qu'il y a plus de 40% qui se trouvent en Languedoc-Roussillon, dans le bassin Languedoc-Roussillon, et puis une partie aussi non négligeable dans le bassin Vallée du Rhône-Provence, puisque c'est à peu près un quart des surfaces. Ensuite, les autres proportions sont moins importantes, mais évidemment, nous avons des unions et des structures de second niveau qui se répartissent sur tous les bassins de production. Alors attention, nous n'avions pas une volonté d'être totalement représentatif, en tout cas pas, engager une étude pour qu'elle soit totalement représentative. Et ce qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas rapporter ces surfaces aux surfaces totales que regroupent les unions, puisque nous n'avons pas les surfaces que regroupent les autres unions qui n'ont pas été enquêtées. Ça, c'est uniquement sur l'échantillon enquêté. En termes de volume, cela représente 2,6 millions d'hectolitres à la récolte 2022, avec plus de 45% en Languedoc-Roussillon, un peu plus de 20% en Vallée du Rhône-Provence, et ensuite, en sud-ouest, Bourgogne-Beaujolais, Savoie-Jura et Aquitaine, entre 9 et 10% des volumes. Le chiffre d'affaires moyen de ces structures enquêtées tourne autour de 33 millions d'euros, 33,7 millions d'euros
en 2023. Donc, vous voyez aussi la répartition par tranche. On a 6 structures qui ont moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 7 structures qui ont entre 20 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc 5 structures qui ont plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez donc au-delà du nombre et des tranches de chiffre d'affaires, ici, on va dire le cumul du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que on a 5, enfin, moins de 10%, 5% du chiffre d'affaires représenté par ces structures. Par contre, on a 37% du chiffre d'affaires représenté par donc les 13 premières structures et surtout les dernières qui concentrent énormément du chiffre d'affaires puisqu'on arrive à 100% du chiffre d'affaires uniquement avec 9 structures de plus. Le chiffre d'affaires 2023, la moyenne c'est 40% à l'export sur l'échantillon étudié, donc 60% en France. Et sur ces 60% en France, la grosse majorité du chiffre d'affaires, hein, pas des volumes, du chiffre d'affaires se situe en grande distribution pour à peu près un peu plus d'un tiers. Puis vient pour un peu plus d'un quart le négoce, puisqu'il y a une partie aussi qui n'est pas forcément commercialisée en bouteille. On a aussi des circuits courts, ce n'est pas négligeable, on a quand même 14%, mais on a aussi à peu près le même pourcentage pour les cavistes, et enfin pour les grossistes, un peu moins de 10%. Donc on voit qu'on a quand même des circuits de distribution diversifiés, mais ce qui n'est pas étonnant pour la France, c'est qu'on a forcément le négoce et la grande distribution qui pèsent beaucoup. Et je vais laisser la parole à Yalé pour la partie gouvernance. Merci, Louis-Antoine, pour ces chiffres économiques qui posent le cadre de ce que les unions représentent en termes de poids et d'activité. Donc, à mon tour, je vais maintenant vous proposer de regarder à l'intérieur de cette structure, non pas ce qu'elles produisent, mais comment elles se gouvernent et surtout qui les gouverne. Et donc, pour cela, on commence par les instances de présidence, savoir donc le profil et le genre des présidents des unions qui ont été enquêtés. Donc, à partir de notre échantillon qui a été enquêté, donc les 14 unions enquêtées, qu'on va comparer à l'ensemble des unions que nous avons identifiées. Donc, l'analyse de notre échantillon montre que la présidente des unions enquêtées est essentiellement masculine et senior, avec un âge moyen de 55 ans. Donc, sur notre échantillon, les présidents sont exclusivement des hommes et des personnes de plus de 40 ans. Et quand on compare à l'ensemble des unions, cette présidence reste toujours senior avec une faible participation des femmes qui tourne autour de 3,7% dans la présidence. Et les jeunes pardon, n'apparaissent pas encore au niveau de la présidence des unions. Donc, cela peut s'expliquer par le fait que la présidence d'une union est en principe assurée par un président de cadre coopérative membre de l'union. Et donc, le vivier de candidats est donc directement limité par le profil des présidents des coopératives qui sont membres. Donc, quand on compare, sinon dans l'étude passée avec les coopératives, il était ressorti que seulement 3,35% de femmes occupaient le poste de présidente dans les coopératives, contre 7,8% de jeunes. Donc, ce faible taux de participation des jeunes à la tête des unions est dû au faible nombre de femmes et de jeunes dans la base de l'union qui est la coopérative. Aussi, on regarde aussi au niveau des directeurs. Et donc, dans notre échantillon, la fonction de direction est ici un peu diversifiée, avec 7,1%, donc 7% de femmes au poste de directrice et 18% de jeunes. L'âge moyen des directeurs tournant autour de 53 ans. Et donc, ici, la différence avec le poste de président peut s'expliquer par le fait que, déjà, la fonction de direction est une fonction salariale qui n'est pas nécessairement ou obligatoirement issu des présidents des coopératives membres. Ils sont issus du marché du travail. Et donc, absence ou moins de jeunes peut s'expliquer par le fait que les conseils d'administration peuvent attendre du directeur une solide expérience dans le secteur avant qu'il soit recruté. Donc, les directeurs avec plusieurs années d'expérience
sont parfois un peu plus âgés lorsqu'ils intègrent la direction des unions. Et donc, voilà, c'est ce qui peut expliquer le fait qu'on ait moins de jeunes à la tête de ces unions. Du côté des femmes, même si les choses évoluent, les postes de direction dans le secteur agricole et viticole je dirais, ont longtemps été occupés par presque des hommes. Et donc, les femmes qui accèdent aujourd'hui à ces fonctions le font dans des structures parfois plus petites ou plus récentes, telles que dans peut-être les coopératives qui sont un peu plus inférieures, je dirais, aux unions. On a aussi au niveau de l'ensemble des directeurs, c'est que dans l'ensemble, il apparaît seulement que 12% des femmes occupent donc les postes de direction et environ 9% des jeunes à la tête de ces directions. L'âge moyen des directeurs dans l'ensemble des unions étant autour de 55 ans. On a aussi regardé du côté du conseil d'administration. Donc, pour un nombre moyen de 14,5 personnes dans le conseil d'administration, la part des femmes est autour de 9%, inférieure à celle des coopératives qui tournaient autour de 11%. Du côté des jeunes, la part des jeunes est donc de 10%, qui est aussi inférieure à celle des coopératives qui tournaient autour de 19%. Donc, le mécanisme reste identique à celui de la présidence, en le sens que les membres du conseil d'administration d'une union sont en principe les présidents des cadres adhérents à l'union. Et donc, la composition du conseil d'administration reflète directement le profil des présidents des coopératives. Donc, comme on l'a vu, avec seulement 3,35% de femmes présidentes dans les coopératives et 7% de jeunes, le profil naturel d'administrateur des unions est quasi exclusivement composé d'hommes seniors. Donc, le conseil d'administration ici hérite structurellement de cette réalité dans les coopératives. Donc, voilà. Et aussi, on a aussi aucune commission, aucune union, pardon, de l'échantillon n'a de commission dédiée à la place de la femme dans la gouvernance. De même, seulement 12,5% ont formalisé un espace de réflexion sur le renouvellement des générations. À l'inverse, les commissions stratégiques, bon, il existe plutôt des commissions stratégiques qui sont directement quotidiennes aux enjeux de durabilité et aussi aux préoccupations de développement économique et de visibilité. Tel qu'on peut bien le voir avec le graphique, on a 31% des unions enquêtées qui déclarent avoir mis en place une commission technique binôme et aussi une commission RSE et développement durable. Aussi des commissions de communication qui seront plus tard développées par l'EILA. Et donc, ces résultats montrent que les unions traitent bien les sujets techniques et économiques, mais la question de savoir qui gouverne ou comment diversifier ce profil de gouvernant n'est pas encore totalement entré dans les pratiques de ces unions. Voilà donc le profil de gouvernance ou de qui dirige et qui décide au sein des unions. Je vais donc laisser la place aux questions et à la discussion. On vous remercie, Yalé et lui-Antoine, pour ces chiffres-là et ces repères économiques sur la gouvernance. Et là, pour les spectateurs, vous aurez la barre des questions et des recherches pour vos questions. On va prendre quelques minutes pour essayer d'y répondre. Oui, n'hésitez pas pour cette première partie à réagir, à nous poser des questions ou à donner votre avis, hein, évidemment. Ça, Oui. c'est très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Alors, on peut préciser que c'est une étude, pour le coup, qui est vraiment une première et très originale, puisque, à notre connaissance, il n'y avait pas eu d'études sur les unions de coopératives en France, et notamment dans le secteur viticole. Donc ça, déjà, c'est difficile d'avoir des points de repère. Alors, heureusement aussi, quand il y allait à poser les choses en matière de gouvernance, on peut avoir quelques données qui sont issues d'une base de données qui s'appelle Diane et qui est sur toutes les entreprises françaises et dans laquelle nous avons pu extraire
les chiffres d'affaires et les profils des dirigeants des unions et SICAP, par exemple. Ok, donc je pense qu'on a des premières questions. Donc on a Inès qui pose cette question. Avez-vous comparé le profil des coopératives, des coopérateurs avec celui des exploitants en Occitanie? Alors, je ne sais pas, je peux me permettre de répondre, par exemple, pour cette première question. Ouais. Alors attention, là, il s'agit des unions de coopératives. Donc Oui, là, il n'y avait rien sur le sociétariat des unions de coopératives étant les CAF coopératives elles-mêmes ou quelques autres structures de commercialisation qui peuvent adhérer aux unions de coopératives. Par contre, dans l'étude, mais que nous ne présentons pas aujourd'hui, sur les CAF coopératives, nous avons 218 CAF coopératives, nous avons des données sur le sociétariat et sur les adhérents dont a parlé d'ailleurs, alors pas directement y aller, puisque là on n'a pas parlé des adhérents, on a parlé des conseils d'administration des coopératives, mais on a aussi des données sur les adhérents. Et là, nous sommes en train de faire le travail. Alors de plus, l'étude n'est pas que sur l'Occitanie, elle est sur toute la France. Donc voilà. Alors je ne peux pas vous donner plus de détails, puisqu'on est en train évidemment de regarder ça sur le sociétariat, bassin par bassin, est-ce qu'il correspond ou pas au profil des autres vignerons de ces bassins. Si je pourrais rajouter, Louis-Antoine, Oui. et, et c'est une très bonne question et en effet, nous sommes en train de travailler sur les sujets et une autre analyse que nous allons faire, et c'est la constitution et la proportion des exploitants qui sont féminins ou masculins en utilisant les bases de données des ministères de l'Agriculture et des douanes. absolument. Donc, comme ça, on pourra croiser l'information qui est issue de l'enquête avec d'autres données secondaires que nous avons. Hmm. Oui, donc puis on a la question de Patrice du MR AGAP. Donc y a-t-il des différences entre les régions sur la gouvernance? Bon, je vais répondre à ça si le temps permet. Déjà, on n'a pas directement fait une comparaison entre, comme je te le disais tout à l'heure, entre les régions. C'est d'abord de présenter les premiers résultats et après retravailler les données pour entrer directement sur chaque région pour voir donc, quelle est donc la différence qui existe. Par exemple, avec les coopératives, effectivement, on l'a fait et il y avait clairement des différences dans le profil de gouvernance de chaque région. Mais avec les unions, on ne l'a pas encore fait directement. C'est, comme je l'ai dit, de présenter d'abord les résultats de façon générale et après, maintenant, entrer dans les détails pour voir quelle est donc la représentation des femmes ou des jeunes au niveau de chaque région ou chaque bassin de production. Si je peux rajouter aussi, c'est que on a quand même un échantillon restreint, hein, ça fait 18 entreprises, et nous devons assurer la confidentialité. C'est-à-dire qu'à moins de 4 entreprises dans le bassin de production, nous ne pouvons pas directement parler du bassin. Alors, vous avez vu quand même les surfaces et les volumes, mais ça, c'était dans un gros ensemble. Mais si on va dans le détail de la gouvernance, etc., ça nous semble aussi un peu, on va dire, périlleux d'aller dans un détail très fin par bassin. La deuxième chose, c'est que les unions, elles n'ont pas de périmètre géographique préférentiel. Elles peuvent en avoir, mais si vous voulez, statutairement, elles n'en ont pas. Donc elles peuvent très bien avoir des adhérents sur la France entière en termes de CAF coopératives ou d'autres structures, ce qui est le cas pour certaines. Quand je vous ai parlé des unions de services, je pense que vous les connaissez, il y a des unions de services qui sont sur la France entière. Bon voilà, voilà. Donc il y a quand même aussi à relativiser avec le besoin de confidentialité d'un côté et le périmètre des unions qui n'est pas limité statutairement à une région ou un bassin de production. Voilà. Eh ben, merci Antoine Yalé pour ces précisions. Ben, ensuite, on a la question de Lucas Gagneux. Donc bonjour à tous. Au sujet du graphique du taux de fréquence de commission, le 100%
représentent l'ensemble des commissions? Ça, c'est une question. Donc, est-ce que les 100% représentent l'ensemble des commissions? Je reviens. Des commissions déclarées. Oui, là, c'est ça. Par exemple, lorsque je prends la première commission, sur l'ensemble de notre échantillon, 14%, donc sur 100%, 26%, pardon, ont déclaré qu'ils ont une commission de travail, une commission jeune, une commission foncière, ainsi de suite. Donc, c'est 100% de notre échantillon. On peut aussi ajouter, par exemple, que cette fréquence est beaucoup plus grande dans les caves coopératives. Si vous voulez, dans les unions, les structures de second degré, les adhérents, encore une fois, sont des personnes morales, ne sont pas des personnes physiques ou des agriculteurs. Donc, il y a beaucoup moins d'adhérents. Donc, structurellement, il y a quand même logiquement besoin de moins de commissions ou de commissions plus spécialisées, sachant aussi que dans un conseil d'administration d'union, on a la représentation normalement de toutes les structures adhérentes. Donc en fait, ce qui n'est pas le cas dans un conseil d'administration, évidemment, d'une cave coopérative, vous avez aussi entre 14 et 20 membres, mais parfois sur un sociétariat qui peut être de 200 ou 300. Donc la nécessité de participation à des commissions de travail un peu plus élargies qu'un conseil d'administration est moins importante. Voilà, enfin, est moins, comment dire, prégnante. Mais bon, effectivement, il y a des commissions un peu sur tout, mais bon, grosso modo, ça représente entre 20 et 30% maximum des structures et pas la quasi-totalité. Oui, ça c'est vrai. Eh ben, Juste, merci. juste, je précise Ok. pour Lucas, le 100%, c'est le nombre, c'est la taille de l'échantillon. Donc, ça veut bien dire, c'est pas le nombre de commissions totales, Non. c'est dans Oui, c'est ça. l'échantillon, et ben, Dans l'échantillon. il y a, enfin, il y a 18, je crois, la taille de l'échantillon, et ben, il y en a 12,5% qui ont une commission jeune. Voilà. Dans X unions, il y en a 12,5 qui ont une commission jeune. C'est pas le nombre total de commissions. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Ok. questions? Je pense que Oui, non. oui, bah, on a Juliette. En vrai, je sais pas si c'est une remarque ou c'est une question. Bah, il n'y a pas le point d'interrogation. Mais il dit les commissions sont majoritairement tournées vers l'amont. Oui, bon, ce point, par exemple, Leïla, je crois, va bien le développer lorsqu'on parlera de la performance durable des coopératives. Mais je pense que cela est dû plutôt à un objectif tourné vers le profit, peut-être non pas le profit, je vais dire, mais vers la communication et aussi vers l'activité viticole directe. On peut C'est ce que... aussi dire. Ah, pardon. Tu veux parler, Oui, Leïla? vas-y, vas-y. Oui, Non, je voulais juste dire, on en reparlera après, mais sans doute aussi oui. qu'il y a une réflexion qui est plus collective sur ces sujets-là, Ouais. qui sont tournés vers l'amont, et que du coup, il y a peut-être, enfin, ça c'est une hypothèse, hein, bien sûr, que du coup, on réfléchit en commun sur des aspects qui peuvent intéresser toutes les caves, en fait. Mais c'est une hypothèse. Voilà. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal d'activités de commercialisation, même s'il y a du service aussi dans ces structures-là. L'activité de commercialisation, c'est souvent quand même la base de leur activité. Donc finalement, pourquoi faire une commission si déjà on en parle en conseil d'administration, encore une fois? Tandis que les aspects plus techniques, plus vignobles, plus parfois RSE, ben là, c'est un peu différent. Voilà, c'est parfois moins le cœur de métier de ces structures-là. Et donc, elles ressentent, ça peut être aussi une hypothèse, hein, elles ressentent un peu plus le besoin d'en parler au-delà du conseil d'administration, dans des commissions un peu plus spécialisées parfois. Voilà. Ok. Bah, ensuite, on a spectateur anonyme qui pose une question sur les raisons de la si faible représentativité des femmes et des jeunes dans la gouvernance des unions et des COP. Je Et crois il qu'on l'a dit, dit, hein. bah oui, il propose là, il dit, est-ce que ce sont des causes structurelles, par exemple la loi COPEC qui ne s'applique pas aux COP, ou sociologiques par rapport au héritage culturel et patriarcat? Bah, vous pensez que... Ok. Bon, déjà,
on l'a un peu dit tout à l'heure, mais pour répondre déjà, la faible représentativité des jeunes et des femmes déjà dans la gouvernance des unions s'explique par le fait que les unions sont composées des coopératives qui adhèrent. Et donc, une faible représentativité déjà des jeunes ou des femmes à la tête des coopératives se répercute sur les unions. C'est un effet, un espèce d'effet filtre. Voilà. Mm. Donc, tout ce qui se passe, euh, la hiérarchie hérite de tout ce qui se passe au, à ce qui est inférieur. Donc, déjà, une faible part de femmes et de jeunes dans les coopératives, à la tête des coopératives, on a par exemple eu 3% et 7% de façon respective de femmes et de jeunes dans la gouvernance ou dans la présidence des coopératives. Cela se répercute directement sur les unions. Et aussi, concernant les lois qui ont été mises en place en termes de représentativité ou de parité, je pense que ces lois touchent presque toutes les entreprises, sans exception. Sauf que les coopératives, peut-être pour l'instant, essaient de pouvoir attirer à leur niveau plus de monde, donc intégrer plus de femmes et plus de jeunes dans leur rang. Déjà, les jeunes coopérateurs peuvent trouvé, selon l'étude qualitative qu'on avait menée en mars 2025, et un dirigeant nous répondait que les jeunes n'ont pas encore réellement trouvé une utilité plus forte de la coopérative pour pouvoir l'intégrer. Donc déjà, c'est déjà au niveau, à ce niveau-là, au niveau même de la base, des adhérents. Plus on a des jeunes adhérents qui viennent en nombre réduit, on aura sûrement déjà une représentation à la gouvernance qui sera pas totalement effective et ça va se répercuter au fur et à mesure sur toute la chaîne. Donc, je pense que c'est structurel, voilà, depuis la base, l'utilité peut-être au niveau des jeunes adhérents qui n'est pas encore totalement claire à leur niveau. Mais aussi pour les femmes, par exemple, je pense que de base, les femmes héritent généralement des exploitations de leur mari à la retraite. Et donc, Mm. c'est lorsque Bon. l'homme va à la retraite que la femme essaie de prendre la tête de la structure ou de l'exploitation qui peut peut-être intégrer plus tard une coopérative et peut-être être à la tête. Donc, déjà, le nombre de productrices ou d'exploitantes au niveau de la viticulture étant réduit, cela aussi se répercute aussi au fur et à mesure, un espèce de chaîne ou de maillon qui se répercute sur l'ensemble de la chaîne. Donc déjà, il faut donc déjà encourager l'intégration des jeunes, donc les nouveaux adhérents et les jeunes adhérents, mais aussi encourager aussi la prise d'exploitation par les femmes. Et on peut dire que effectivement, c'est peut-être une sorte de tradition si on peut dire comme ça, dans l'agriculture en général et la viticulture en particulier, d'approche plus traditionnelle et patriarcale, effectivement, où il y a des femmes qui jouent beaucoup moins un rôle directement de production, mais ça a tendance à changer quand même. Donc, et on peut signaler aussi qu'il y a des vignobles, et ça nous avait très marqué au niveau de l'enquête quantitative CAF Coopérative, des vignobles comme la Champagne, où il y a beaucoup de femmes adhérentes et pas mal de femmes aussi dans les organes de gouvernance. Voilà, c'est une particularité par exemple. Voilà. Et donc, on a 2 minutes pour une dernière question, une remarque. Donc, une question de Eric. Donc, il pose sa question. Donc, d'un point de vue de parité, n'y a-t-il pas l'obligation réglementaire au niveau de la composition des CA? Euh, Enfin, bon, vas-y, Lyoton, vas-y. allez-y. Voilà, je vous laisse, Lyoton. Vous voulez parler? Oui, bah, c'est-à-dire que pas plus que les lois qui touchent en fonction des seuils certaines entreprises, donc ça dépend de la taille des entreprises, etc. Mais il n'y a pas de loi spécifique sur les coopératives pour obliger une représentativité ou une parité, on va dire, sur les femmes, par exemple. C'est la loi générale qui s'applique. Voilà. Oui. Et d'autre part, comme on l'a dit, il y a alors, il y en a aussi qui peut-être parfois vont un peu plus loin parce qu'elles sont dans des démarches RSE et développement durable, on y viendra tout à l'heure. Mais sinon, voilà,
c'est ça qui s'applique, hein. Pas de régime, entre guillemets, particulier, ni plus ni moins, pour les unions de coopératives que les autres entreprises. Effectivement. Ok, donc on a une dernière remarque, puis on reprend la deuxième partie de notre webinaire. C'est une remarque de Camille sur la présidence d'une union de coopératives. Il dit sur trois unions que je connais, deux unions ont des présidents qui ne sont Mm, pas présidents de leur coopérative de base. mm, Ils mm, sont membres du bureau, mais pas présidents de la mm. coopérative de base. Oui, Hmm. oui. Oui, oui, ça peut bien entendu exister. Toutes les possibilités existent. Ce qu'on a surtout dit, hein, ça souligne y aller, c'est que de toute façon, ce sont des membres du conseil d'administration et souvent de manière plus resserrée, effectivement, président ou membre du bureau, qui sont à la tête des unions et généralement pas les adhérents autres hein, qui ne sont pas membres du conseil d'administration. Mais oui, oui, tout à fait. On en a bien conscience. Hmm. Ok, donc je pense qu'on reprend sur notre présentation avec notre deuxième partie sur l'innovation. Et on va commencer par l'innovation variétale. Et allez, est-ce que je peux avancer? Voilà. Ok, on commence par l'impact du changement climatique dans les unions de coopératives. D'après les enquêtes, on a eu 87,5% des unions qui pensent qu'ils font face à des effets du changement climatique. Donc, notamment sur le degré d'alcool, la date de maturité et le rendement. Donc là, on a les impacts par ordre d'importance. Puis, si on fait un parallèle avec les coopératives, on trouve que la part des coopératives qui ressentent les effets du changement climatique, bah, elle est un peu plus élevée. Et là, ça se comprend puisque les coopératives, bah, ils sont plus amont, donc plus sur la production. Et là, les coopératives, euh, ils sont plutôt touchés au niveau du rendement en premier. En deux, c'est le cycle de développement de la vigne, puis la date de maturité. Et là, même au niveau des impacts, bah, sur le coopératif, bah, le premier impact, c'est le rendement. Donc, ça se voit bien que c'est vraiment l'amont, c'est la production. Par contre, pour les unions, bah, c'est plutôt le degré alcool, donc c'est plutôt le produit final. Et Alain, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà. Dans cette deuxième diapositive, bah, on verra la part des unions qui ont planté des nouvelles variétés et combien ça représente par rapport à l'encépagement des unions. Donc, pour, euh, pour les unions, bah, on a 38% des unions qu'on a enquêtées qui ont déjà planté des nouvelles variétés, dont une moitié depuis moins de 10 ans. Et en matière de l'encépagement, donc les nouvelles variétés, elles représentent 4,3%. Juste, j'ai une précision. Quand on dit nouvelle variété, bah, c'est des nouvelles variétés par rapport à l'union ou à la cave. Donc, ça peut être une variété étrangère qui existait avant en France, mais c'est nouvelle pour une région ou pour une cave donnée. Puis, on a le top 3 des variétés les plus plantées parmi les unions enquêtées. Donc, en premier, on a le Verdelho, c'est une variété portugaise et elle est plutôt plantée pour son adaptation à la chaleur, donc au réchauffement climatique. Puis, on a le Sauvigné gris et le Floriade. Donc, ils représentent respectivement 61%, 11,8% et 10% de l'encépagement des nouvelles variétés. De l'autre côté, on a les caves coopératives, bien évidemment. Donc, le nombre des coopératives qui ont déjà planté des nouvelles variétés, bah, c'est un peu plus élevé que les unions. Par contre, la part des nouvelles variétés dans l'encépagement, bah, c'est vraiment plus basse que celle des unions. Et là, ça s'explique par le fait qu'il y a des caves qui font pas partie d'union. Et parmi les 47% des coopératives qui ont planté des nouvelles variétés,
on a 81% qui l'ont fait depuis moins de 10 ans. Donc là, ça montre vraiment une tendance haussière de plantation de ces nouvelles variétés. Dans le top 3, on a le Sauvignon gris avec presque 15% de l'encépagement, le Floréal avec environ 10%, puis le Caladoc. Passons maintenant aux besoins et freins de la plantation des nouvelles variétés. Donc les besoins, ça représente vraiment le jour où une union ou une cave veut planter une nouvelle variété, quelles sont ses priorités? Là, on a posé cette question aux unions et aux caves, et là, on leur a demandé de les classer par ordre d'importance. Donc, pour les unions, en premier, on trouve de la qualité onologique du vin, puis l'adaptation au changement climatique pour la variété, la nouvelle variété, et la résistance aux maladies en troisième place. D'autre côté, on a les caves. En premier, on a comme besoin, on a la qualité onologique, puis le potentiel agronomique et la résistance aux maladies de la vigne. Donc là aussi, on voit des choses qui sont similaires, mais des choses qui sont différentes. Dans les caves, ben, on trouve vraiment des besoins et des priorités qui sont vraiment liés à l'amont, donc au vignoble, donc, tel que le potentiel agronomique et la résistance aux maladies. Par contre, dans les unions, ben, c'est plutôt de la qualité onologique. Ensuite pour les freins, en premier, on a l'acceptation des vins par les consommateurs, puis comme deuxième frein, le cahier de charge des appellations, puis la disponibilité et les coûts des plants. Ici, ben, on trouve clairement que c'est vraiment la même chose, donc c'est vraiment les mêmes freins, donc dans les unions, dans les caves. Puis ici, d'autres questions qu'on a posées aux unions sur leur attitude par rapport aux nouvelles variétés. Donc, on a eu 41% des unions qui prennent la décision d'expérimenter. Donc, c'est vraiment l'union qui prend cette décision, mais pas la cave ou les producteurs eux-mêmes. En face, on a, bah, quand on a posé la même question dans la précédente enquête qui concernait les 218 caves coopératives, on a trouvé un chiffre plus élevé, donc 50% des caves qui prend la décision d'expérimenter. Donc la prise de décision d'expérimenter les prises par la coopérative. Puis, puis on a 24%, bah, les unions considèrent, 24% des unions considèrent que les nouvelles variétés ont un potentiel de valorisation contre 50% dans les caves. Donc là aussi, on a une part plus importante de caves qui pensent que les nouvelles variétés ont un potentiel de valorisation. Puis, on a 34% d'unions qui pensent que le catalogue français de ces pages est adapté à la situation. La situation, donc, c'est le changement climatique euh, et l'augmentation de la fréquence des maladies de la vigne. En face, on a 33% des caves qui pensent que le catalogue français est adapté à la situation. Bah, à droite, donc, on a 6% d'unions qui envisagent d'utiliser des cépages étrangers contre 25% dans les caves. Puis, par rapport à l'utilisation d'anciens cépages locaux mieux adaptés, on a 12% d'unions qui ont cette attitude y aller? Est-ce que tu peux, voilà, contre 33% dans les caves. Et puis, on a 17% d'unions qui sont satisfaites par rapport aux premiers résultats agronomiques contre 33% dans les caves. Donc, si on prend ces chiffres en général, on trouve que donc, dans 5 sur 6 questions, bah, la part des caves est la plus importante au- en matière
l'attitude positive par rapport aux nouvelles variétés. Et ça peut être expliqué de la même manière par le lien plus proche des coopératives par rapport aux vignobles. Donc là, je laisse la parole à Leïla pour la partie innovation numérique. Oui. Alors là, donc cette partie a aussi été est préparée avec des spécialistes du numérique, notamment dans l'UMR ITAP Bruno Tisser, en ce qui concerne le questionnaire. Donc, on a regardé d'abord quelles sont pour les unions les fonctions pour lesquelles les unions innovent le plus. Alors d'abord à la vigne, et ensuite on a comparé en rouge avec ce qui se passait, les résultats en tout cas qu'on a obtenus dans les coopératives. Donc ce qu'on constate, on voit bien que grosso modo, les tendances sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire on innove d'abord en numérique pour la traçabilité, ensuite on innove pour le parcellaire numérique, alors que on innove beaucoup moins pour des fonctions comme les OAD ou les capteurs, pardon, ou les pardon, je vois, j'arrive pas bien à lire mon écran, mais hop, je vais retrouver ça. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai un petit souci de lecture qui me gêne. Voilà. Et donc, un petit peu moins donc, pour les capteurs et pour le pilotage de l'irrigation. Donc, on a globalement les mêmes tendances. En revanche, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Donc, notamment, les caves annoncent avant tout, ont un pourcentage plus élevé d'innovation en matière de gestion de la traçabilité de parcellaires numériques, alors que les unions ont un pourcentage légèrement plus élevé. Hein. Ce n'est pas énorme sur, par exemple, la cartographie de gestion, un petit peu les capteurs ou encore le pilotage de l'irrigation. Alors, en ce qui concerne ensuite, alors il faudrait la diapo suivante. Donc, en ce qui concerne les innovations numériques à la cave, alors là, par contre, on a des différences qui sont un petit peu plus marquées entre ce qui se passe dans les unions et ce qui se passe dans les caves. Donc, les unions innovent avant tout pour la gestion des flux logistiques, le e-commerce et la communication. Elles innovent assez peu pour les relations clients et pour la gestion de la chaîne. Par contre, les caves en rouge, donc on voit qu'elles innovent énormément en gestion des apports, bon, beaucoup moins évidemment pour les unions, et les caves innovaient aussi beaucoup en matière de relations clients ou de communication. Donc c'est pareil à peu près pour le e-commerce. Alors encore une fois, on voit quand même que les unions sont un peu plus tournées vers l'aval et les caves, évidemment, sont un petit peu plus tournées vers l'amont et notamment la gestion des apports qui est prépondérante par rapport à ce qui se passe dans les caves, enfin dans les unions, pardon. Voilà. Alors, on a aussi travaillé sur le type de participation qui était fourni par l'Union. Le type de participation qui est fourni notamment pour les caves. Hein. Donc, il y a un certain nombre, il y a une faible participation financière de l'entreprise. En revanche, il y a une formation interne et surtout formation par un partenaire extérieur ou une formation en interne qui est beaucoup plus important. Alors, j'ai toujours ce souci que je ne vois pas tout. Donc, le conseil interne et la formation par un partenaire externe qui sont beaucoup plus importants, en tout cas, pour l'union, pour les unions. Donc, quelque part, on voit la formation, c'est plutôt le partenaire extérieur et le conseil, évidemment, il est un peu plus interne. Voilà.
On a aussi posé la question sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les unions. Donc, on a quand même 56% des unions qui utilisent l'intelligence artificielle, qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est plus de la moitié, et 44% qui déclarent ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Dans quelle fonction? Donc là, on a comparé aussi avec ce qui se passait dans les caves. Donc majoritairement dans les unions, il s'agit de l'administration et de la gestion, ou bien la commercialisation, ou encore d'autres fonctions. On constate en revanche, bon, pour la vinification, pour le conditionnement, la logistique, que l'IA n'est pas utilisée dans les unions, un petit peu plus, mais vraiment de manière assez minoritaire, dans les caves. Et on voit par contre, oui, tout ce qui est fonction d'administration, de gestion ou gestion de l'amont aussi, qui est largement utilisé par les unions, en tout cas. Alors, pourquoi, on se pose la question aussi, pourquoi est-ce que les unions utilisent davantage l'intelligence artificielle que les caves? Alors, on peut, encore une fois, c'est une hypothèse, on peut penser elles sont plus grandes. Dans les caves, il y avait beaucoup de petites, donc en termes de pourcentage de réponse, on a eu beaucoup de petites caves aussi qui peut-être n'avaient pas les moyens ou les compétences pour travailler avec l'intelligence artificielle à ce moment-là, alors qu'on a un nombre moins important d'unions et de taille globalement plus importante. Donc on passe à nouveau à Mohamed avec l'innovation organisationnelle. Merci Leïla. Euh, dans cette partie, on va commencer par présenter la part des unions qu'on a enquêtées qui ont déclaré avoir eu recours à un changement organisationnel au cours des 3 dernières années. Donc là, on voit bien qu'une union sur 5 enquêtées, donc 19% d'unions, l'ont fait. Et là, ça concernait principalement soit la modification des statuts, donc, notamment le transfert du siège social, ou le changement de la dénomination, puis le retrait du CAV. Et de l'autre côté, ça pouvait concerner aussi le changement de la forme juridique, de passer de la forme union vers la forme SIC. Ensuite, on a des chiffres sur la diversification des circuits de commercialisation. Cela concernait 68% des unions enquêtées. Parmi eux, 55% l'ont fait depuis moins de 3 ans. Donc là, cela peut être expliqué par des difficultés de mise en marché des produits. En face, on a 75% des caves qui ont diversifié leur circuit de commercialisation. Donc, c'est un chiffre un peu plus élevé que celui des unions. Donc là, peut-être on peut avoir l'hypothèse que les caves ont un peu plus de difficultés de mise en marché. Et là, ça peut se comprendre parce que les unions, ils sont en général plus grands que les caves, donc ils ont plus de poids économique qui permet un petit peu de faciliter la commercialisation. Voilà. Ensuite, la troisième diapositive dans cette partie, ça concerne la difficulté de recrutement dans les unions. Donc cela, ça concerne 44% des unions enquêtées qui ont déclaré avoir des difficultés de recrutement des salariés. Pour s'adapter, on avait 71% qui proposent de meilleures conditions de travail pour leurs salariés, puis 85% qui proposent des avantages financiers, puis 71% qui mettent en lumière leurs actions RSE. Puis en face, on a les caves. Pour les caves, on a trouvé 67% de, de caves qui ont des difficultés de recrutement de salariés. Déjà, c'est un chiffre plus élevé que celui des unions. Là, ça montre que les unions, ils sont plus attractives pour les salariés que les caves.
Parmi ces caves qui sont en difficulté d'attirer des salariés, 67% proposent, pour s'adapter, 67% proposent de meilleures conditions de travail, 47% proposent des avantages financiers, puis 26% qui mettent en lumière leurs actions RSE. Donc, la même dans la manière de s'adapter. Donc, même si les unions ont moins de mal d'attirer des salariés, bah, ils sont mieux adaptés à cela, avec, euh, avec ces chiffres plus élevés. Voilà, donc maintenant, bah, on passe à la troisième partie sur la performance durable. Donc, je repasse la main à Leïla. Continuez. Merci. Merci Mohamed. Donc la première question portait sur les labels qui sont annoncés par donc les unions et les caves, hein. Donc la distribution des labels et des certifications, d'abord en amont. Alors on voit que la distribution suit à peu près les mêmes tendances, hein, avec HVE qui arrive en premier, puis agriculture biologique, Terravitis et enfin biodynamie, avec quand même des proportions plus importantes, en tout cas annoncées par les unions, puisque les unions annoncent 100% d'HVE, 100% de bio. Enfin, alors attention, ça ne veut pas dire que tous les vins sont bio. Ça veut dire que 100% des unions disent qu'elles font de l'HVE, mais en proportion variable. Bio, c'est pareil, hein. Elles font du bio, mais bien entendu, ça ne veut pas dire que tout est bio dans ces unions. Terravitis et biodynamie. Évidemment, comme chaque union a plusieurs caves, elle a plus de chances d'avoir l'un de ces labels ou l'ensemble d'ailleurs de ces labels, notamment HVE et bio. Mais il faut prendre ce résultat avec précaution. On a les pourcentages, on n'a pas encore eu le temps de les calculer, mais on pourra calculer aussi exactement les superficies que ça représente, hein. Mais il s'agit ici surtout de dire oui, on fait de l'HVE ou pas, oui, on fait du bio ou pas, par exemple. Alors, on a la même chose au niveau donc des certifications aval. Alors là, attention, parce que vous voyez que le maximum, et c'est pas le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, le maximum, c'était à 100%. Là, ici, on voit que le maximum, il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus faible pour les certifications en aval, hein, puisque le maximum, c'est 25%. Pour ce qui concerne vignerons engagés, ensuite, on a engagé RSE 19%, Agriconfiance 6% et ISO 14000 12%. Donc là aussi, on a à peu près un peu les mêmes tendances, sauf que vigneron engagé est plus présent en pourcentage dans les unions par rapport à engagé RSE, puisqu'on a 25% contre 9% et 19% contre 12%. Et un peu plus aussi quand même d'ISO 14000, d'ISO 14001 au niveau des unions qu'au niveau des caves. Donc là aussi, ce sont des certifications un petit peu globales. En ce qui concerne les actions en matière de RSE, alors en ce qui concerne les unions, on voit qu'il y en a un tout petit peu plus, mais vraiment la différence n'est pas énorme, d'unions qui ont des projets stratégiques RSE, qui déclarent avoir un projet stratégique RSE. En revanche, on a un peu plus de caves qui déclarent publier un rapport RSE. Et par contre, on a plus de commissions RSE développement durable au niveau des unions qu'au niveau des caves, si on compare les deux. Donc ça rejoint l'hypothèse, hein, encore une fois, c'est une hypothèse, que peut-être tout ce qui concerne la RSE, le développement durable, il y a peut-être un aspect davantage collectif qui peut se réfléchir au niveau de l'Union, puis ensuite être mis en œuvre au niveau des caves. Mais c'est, encore une fois, c'est une hypothèse. Ce n'est pas. On a également demandé quelles étaient les actions en matière d'environnement qui étaient réalisées. Donc, encore une fois, ce qui concerne les unions est en bleu et ce qui concerne les caves
en orange. On voit que ce qui est le plus important pour les deux, d'ailleurs, c'est le fait de recycler ces emballages. Bon, ce n'est pas surprenant, hein, puisqu'a priori, ça fait partie des choses qui sont importantes. On a ensuite les politiques de maîtrise de l'eau et de consommation d'eau et d'énergie qui arrivent en deuxième position. Et là aussi, bon, les caves individuellement ont répondu davantage que, que, que les unions. Bon, la différence n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben, la valorisation, en ce qui concerne la valorisation, le déchet, l'emploi, etc. C'est à peu près sensible, c'est sensiblement la même chose pour les unions et pour les caves. La mise en place de panneaux voltaïques également. Bon, l'appartenance à un réseau de recyclage est davantage mis en avant par les caves. Et par contre, la grosse différence, c'est au niveau des bilans carbone, puisque les unions déclarent davantage réaliser des bilans carbone que les caves. Donc là, ça mériterait un approfondissement pour comprendre pour quelles raisons. Enfin, en ce qui concerne le social, les unions réalisent davantage l'intéressement des salariés. Euh, bon, c'est à peu près sensiblement la même chose. Le fait d'avoir un groupe de travail qui concerne l'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est à peu près la même chose dans les deux structures. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y en a légèrement plus dans les caves que dans les unions. Et ce qui est par contre assez étonnant, c'est que si 40% des caves ont déclaré mesurer la satisfaction des salariés, bah seul apparemment 0%, donc ça doit être un pourcentage extrêmement faible, ont déclaré mesurer la satisfaction des salariés dans les unions. Enfin, alors le dernier point, c'était les mesures. Est-ce qu'il existe des mesures en faveur d'abord des jeunes? Donc, 25% des unions déclarent réaliser, avoir mis en place des mesures en faveur des jeunes, contre 38% qui ont déclaré avoir des mesures en faveur des jeunes au niveau des caves. En ce qui concerne les mesures en faveur des femmes, hein, comment attirer un petit peu plus. Alors là, c'est tout confondu. Hein, c'était la question, ça portait sur les femmes. Alors, on a le détail pour les salariés, les adhérents, etc. Mais bon, on a déjà beaucoup de statistiques, donc on ne va pas rentrer dans le détail ici. 37% dans les unions ont déclaré oui, avoir des mesures en faveur des femmes. Et 38% au niveau des caves. Donc là aussi, c'est même sensiblement pareil au niveau des caves et des unions pour ce qui concerne les femmes, et légèrement plus en faveur des jeunes au niveau des caves par rapport aux unions. Donc, ce qui est peut-être pas étonnant parce que le renouvellement, pardon, le renouvellement des générations se pose sans doute de manière plus forte au niveau des caves qu'au niveau des unions. Oui. Alors, merci, Leïla. Alors, déjà, je pense que nous allons mettre une pause pour passer aux questions. Oui, je pense qu'on peut passer aux questions. Et ensuite, on aura un petit clin d'œil ou focus sur négociant en vin, parce qu'on est en train de réaliser une étude sur ça. Et puis la conclusion. Voilà. Ouais. Alors, je regarde la discussion en suspens. Lucas, voilà. Lucas a une question. Il demande de savoir si les plantations de nouvelles variétés sont-elles dépendantes de la région de production et auquel n'y a-t-il pas un effet de base faible avec la surreprésentation de certaines régions au sein de l'échantillon? Je sais Ok, pas donc, si... j'imagine que la question est pour moi. Oui, Ok, donc bah, la réponse c'est oui et non. Parce que si on prend l'échantillon des unions, donc on avait 18 unions structure de deuxième degré. Donc là, à ce moment-là, bah, ça reste non représentatif. Donc on peut pas dire qu'il y a plus de surface plantée en nouvelle variété au sud et moins dans le nord. Donc là, on pourrait pas le dire. Par contre,
Pour notre échantillon de caves qui portait sur 218 caves coopératives, ce qui représentait à peu près la moitié de toutes les caves coopératives en France. Là, on pourra un petit peu voir le chiffre et on pourra l'interpréter d'une façon significative. Là, si on prend le chiffre pour les caves, donc pour les caves, dans les régions du sud, euh, le Languedoc-Roussillon, le Sud-Ouest, la Provence. Juste dans ces trois régions, on a plus que la moitié des surfaces plantées en nouvelles variétés. Donc là, ça montre que dans le sud, dans ces trois bassins de production sud, on a vraiment on a un effet région. Donc dans le sud, on a plus de surfaces de nouvelles variétés. Voilà. OK. Il y a Patrice Tis qui demande en termes de salariés, combien y a-t-il dans les unions et dans les caves? Est-ce que la différence peut s'expliquer, non, est-ce que la différence peut expliquer les différences de R? Je sais pas de R, c'est quoi le R? Sur la facilité de recruter. Donc déjà, savoir en termes de salariés, combien il y en a dans les unions et dans les caves. Je pense que ça s'adresse à Leïla. Et après, savoir est-ce que cette différence, ça peut s'expliquer sur les facilités de recrutement. Non, c'est plutôt pour Mohamed, je pense. Mais moi, je peux quand même répondre sur le premier point, même Oui, si on n'a allez-y. pas donné des statistiques. Les unions, ben, je l'ai un peu présenté au début, mais j'ai pas donné de chiffres. Il y a des unions qui ont 0 salarié, Hmm. parce que les salariés, ou et notamment le directeur, mais pas que, même la partie commerciale, est dans la cave coopérative. Et parfois, c'est le contraire, parce que l'union met à disposition des caves coopératives, des salariés, notamment pour la commercialisation ou, par exemple, pour la gestion des ressources humaines. Donc, il y a un peu tous les modèles, il y a un peu toutes les tailles. Donc, on peut partir d'unions qui sont très petites, qui font que même pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, à certaines, comme on l'a vu, qui peuvent atteindre, et on ne les a pas forcément toutes dans l'échantillon, plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Donc très difficile, une moyenne de tout ça en nombre de salariés, c'est assez compliqué. Voilà, déjà pour répondre globalement. OK, merci Louis-Antoine. Il y a aussi Patrice Tis qui continue de lire la cape, qui demande pour les nouvelles variétés, s'il a bien compris, il peut s'agir de variétés anciennes, mais nouvelles pour la région ou la cave. Et donc, qu'en est-il de la vision vis-à-vis des variétés récentes et résistantes? Je pense que ça s'adresse à Mohamed. Ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, comme j'ai mentionné, donc, quand on disait des nouvelles variétés, donc ça peut être vraiment une nouvelle variété de type résidure, etc., qui est créée récemment, comme ça peut être une variété qui existait toujours dans d'autres régions, mais elle est nouvelle pour la région où l'Union ou le cave se trouve, ou c'est nouvelle juste pour la cave. Et là, bah, on a des exemples comme le Caladoc, le Sauvignon gris. Donc, ce sont des variétés qui existaient avant. Mais pour les unions ou les caves qu'on a enquêtées, bah, ce sont des nouvelles. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de les planter. Et là, bah, ils les plantent ou les expérimentent. Par contre, pour les variétés résidures, bah, quand même, quand on voit dans l'échantillon des unions et dans l'échantillon des caves, on trouve qu'on a le floréal qui est dans le top 3. Bah, c'est une variété résidure. Donc, ça veut dire que oui, bah, ces variétés résidures, bah, ça apparaît. Donc, pas avec une grande part dans l'encépagement. Et ça existe. Donc, on a vraiment des nouveaux cépages qui sont des nouveaux, donc des résidus, comme on a des cépages qui existaient, mais qui sont nouveaux pour la cave. Donc, on a vraiment les deux cas avec une différence de proportion. OK, merci Mohamed. Alors, s'il y a d'autres questions, nous vous écoutons. Et sinon, je pense que on peut donc avancer sur la dernière partie concernant les négociants en vin que va nous présenter Abbé. Attention, il continue une question. Alors, merci. OK, merci Patrice.
Donc, nous continuons. Je laisse donc la place à B, s'il est connecté. Oui, justement, je Ok, sais pas si merci. vous me voyez un peu. Ok, Voilà, parfait. ça va. Merci beaucoup, Yalé. Et comme l'a évoqué déjà Louis-Antoine, cette partie va traiter, va donner en gros un ordre d'idée sur les négociants en vin en France, en fait. Et là, il y a déjà une étude qui a été menée sur la caractérisation et la performance économique et financière des négociants en vin français. Et ce chapitre d'ouvrage disons, démontré que les négociants en vin traitent environ 75% des vins consommés en France et 80% du volume exporté par la France. Yalé, s'il te plaît, si tu peux avancer. Alors, sur cette diapo, je vais me concentrer un peu sur déjà dans un premier instant sur le chiffre d'affaires moyen des négociants de 2019 à 2024. Et là, comme vous pouvez le constater à droite, il y a une croissance continue du chiffre d'affaires moyen qui passe de 32 millions en 2019 à 44 millions. En 2024, on peut estimer cela à une hausse de 38% sur les 5 années. Et après une légère baisse en 2020, ce qui peut s'expliquer par la crise Covid-19. Et cette reprise a été faite à partir de 2021. On peut aussi dire que cette reprise confirme également la résilience du secteur et son adaptation aussi au marché post-pandémie. Et là, à gauche, on a essayé de se focaliser sur la disparité des négociants en vin, du chiffre d'affaires des négociants en vin au niveau régional. Et les régions du Grand Est et du Haut-de-France sont des régions qui dominent en termes de chiffre d'affaires, portées par les maisons champenoises et les grands opérateurs exportateurs du vin. Je pense qu'on peut avancer. Ouais, justement. Et là, on va se focaliser rapidement sur le taux d'export moyen des négociants en vin. De l'autre côté, c'est-à-dire à droite, on a le taux d'export au niveau national de 2019 à 2024. Et là, cette tendance suit également la tendance du taux du chiffre d'affaires moyen de 2019 à 2024. Et cela aussi peut s'expliquer au niveau de 2019 et 2020, cette baisse peut s'expliquer par également l'effet du Covid-19 et les tasses aussi Trump. Et après cela, il y a eu une reprise dès 2021 qui traduit aussi une reconquête des marchés internationaux. Et à gauche, pardon, on a essayé de faire également une observation sur le taux d'export par région en 2023. Disons que déjà, les données ont été extraites de la base de données Diane en 2026. Mais là, on s'est focalisé sur le taux d'export en 2023 parce que déjà en 2024, il n'y a sûrement pas de données des données représentatives, on peut le dire. Et comme vous pouvez le voir, on a le Grand Est toujours et Île-de-France qui se distinguent par des taux supérieurs à 45%, portés aussi par le Champagne et puis de grands opérateurs qui se situent également dans la région parisienne. Ok, merci à Aussi en vous. vin français. Ok, Je je pense voudrais que rajouter, oui. cette étude est en cours et que notamment la carte que vous avez sur la gauche est issue d'un chapitre d'ouvrage qui va être publié, mais qui n'est pas encore tout à fait publié. Donc vous l'avez en avant-première, qui a été travaillé avec un certain nombre de collègues et ingénieurs qui sont là, voire aussi avec Philippe Maclanéan qui n'est pas présent à l'écran, mais qui a travaillé notamment sur la partie cartographie.
Voilà. Et je pense qu'on peut aller à la conclusion. Et puis s'il y a quelques questions pour la fin, ben, nous les prendrons. Donc en guise de conclusion, je voudrais souligner qu'il y a une très grande diversité de tailles, de structures organisationnelles et de stratégies et de types de fonctionnement dans les unions et structures de second niveau qui ont été étudiées, qu'on vous a un peu décrit. Ça invite à analyser en profondeur les liens qui sont parfois étroits, parfois moins étroits, entre les CAF coopératives adhérentes et leurs unions, que ce soit en termes de gouvernance, d'innovation et de durabilité, puisqu'on l'a vu, il y a quand même des unions, par exemple, qui pilotent beaucoup et d'autres qui sont beaucoup plus souples. Et puis, ça nous invite aussi à élaborer, alors ça, c'est on va dire un souhait qu'on a, une sorte de cartographie des partenariats et réseaux de coopératives dans le secteur vitivinicole, puisque à partir des données que nous avons, nous pouvons, même bien entendu en anonymisant les données, voir quels sont les liens en réseau entre les CAF coopératives françaises, leurs unions, et peut-être aussi certaines filiales de ces unions, qui parfois ont des vocations régionales ou très locales et parfois des vocations absolument nationales ou en tout cas très importantes en termes de services, par exemple. Voilà. Et à venir, en ce qui concerne le projet InnoGouv, bien, nous avons obtenu une année de plus de fonctionnement, malheureusement sans crédit supplémentaire, mais en tout cas pour continuer à analyser les données. Donc nous allons enfin avoir un site internet opérationnel en juin, donc dès la semaine prochaine, où nous mettons les vidéos des différents webinaires, d'autres vidéos aussi qui viendront, puisque on a des études de cas qui seront illustrées par des vidéos, des documents de synthèse et toutes les actualités du projet, y compris les publications, soit les synthèses que nous avons faites, soit des publications qui sont en open access pour certaines. Et puis, nous aurons aussi d'autres webinaires, peut-être d'ici fin 2026 et en tout cas en 2027. Nous proposons aussi des ateliers de réflexion, des présentations personnalisées par territoire, par fédération de coopératives ou par structure. Ce que nous avons commencé à faire en 2025 et 2026. Et puis enfin, il y aura une conférence de clôture en 2027, très certainement à Montpellier et très certainement à l'Institut Agro, en lien fort avec l'Institut coopératif du vin, donc l'ICV. Merci pour votre attention et nous sommes à votre disposition encore quelques minutes pour les questions que vous poseriez sur les éléments qu'on a développés ou les derniers éléments. Alors, il me semble qu'une question est plutôt une. Merci pour les commentaires de Madame Alain, puis aussi de Lucas Gagneux. Lucas qui demande si le taux d'augmentation qui concerne le taux d'augmentation d'export depuis 2020, et ça doit être sans doute multifactoriel, ben, je pense bien, effectivement. Notamment pour les négociants, mais aussi, on pourra le faire, on avait commencé à le faire avec ICIAR pour les unions de coopératives, et on pourra continuer et le comparer. Ok. Je me permets juste de dire, si vous avez aussi des explications qui ne seraient pas forcément les nôtres pour expliquer les phénomènes observés, nous sommes preneurs, nous sommes tout à fait ouverts, puisqu'on fait des hypothèses. Il faudrait qu'on creuse davantage, notamment les entretiens qualitatifs. Mais voilà, si vous avez des explications à nous proposer, nous, on est tout à fait preneurs. Oui, et je suis d'accord avec Leïla, ça serait intéressant aussi d'avoir une interaction pour les facteurs qui ont influencé, mais une des facteurs qui a influencé l'augmentation des exportations, c'est le fait que le marché interne a été. Et donc, les entreprises ont développé plus de stratégies pour chercher des marchés en externe. Donc, ça, pour moi, c'est une des explications la plus marquante. Et justement, si on peut rajouter, le problème actuel, c'est que, en tout cas un peu plus récent, des 2 dernières années ou des 3 dernières années, c'est que du coup, l'export aussi a subi de gros problèmes sur certains marchés. Alors d'abord, il y a eu la Chine
qui a baissé pour différentes raisons. Et puis après, avec la géopolitique, les taxes et les tarifs douaniers, notamment imposés par les États-Unis, ben, ça a rendu la commercialisation beaucoup plus difficile aussi à l'export actuellement. Ce qui ne... Donc, on n'a malheureusement pas les chiffres actuels, mais ils risquent d'être quand même moins bons que ce qu'on a vu au cours des 7 ou 8 dernières années, effectivement. Et lié à cette, oui, mais lié à cette stratégie d'internalisation, il a aussi une stratégie d'innovation sur les produits. Donc, Mm, pour chercher d'autres marchés et avec des rosés, des vins blancs d'autres types d'innovations qui liées aussi à la partie marketing mm. pour attirer un marché plus jeune, nouveau. Oui. Mm. Et, et on peut dire que là, justement, les unions de coopératives et les structures de second niveau pour les caves coopératives jouent vraiment leur rôle, hein, parce qu'elles peuvent avoir, en se mettant à plusieurs, on est plus fort pour les capacités, justement, en termes de marketing, de commercialisation, de pouvoir de négociation. Et bah, c'est un des rôles importants qu'ont joué jusqu'à présent les unions de coopératives sur le marché. Alors, il y a une remarque, je crois. Qui a Oui, il disparu, faut mais de que j'ai vu, soumettre. Mm. à laquelle tu as répondu, je pense, Leïla, qui disait que les conseils d'administration, parfois, les jeunes n'y allaient pas trop parce qu'ils privilégiaient plutôt leur vie de famille. Madame Allen, merci pour cette remarque. Et surtout avant 40 ans, voilà, Mm. c'était plus difficile de s'investir plutôt qu'après 40 ans. Mm. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Je n'en vois pas. Ben, il est pile 18h30. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, ben, on va peut-être clôturer la séance, si on peut dire comme ça. Mm. En tout cas, ben, merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions, vos remarques. N'hésitez pas par la suite à nous contacter justement si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions. Nous, on fait des travaux de recherche, mais c'est très important aussi qu'il y ait une utilité sociale forte et que vous soyez en prise directe avec les résultats de nos travaux. Donc, à travers le site internet, il y aura aussi un peu plus d'interactivité dès le mois prochain. Vous verrez les différents documents et vidéos qu'on a produits. Et puis, la vidéo de ce webinaire sera aussi mise en ligne en lien avec le site internet dans les prochaines semaines. Et on s'engage, dans la mesure de nos disponibilités, de notre temps, à faire aussi des synthèses écrites. Donc, on essaiera aussi de faire une synthèse écrite de cette présentation. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres, je crois pas. Bah, merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt lors d'échanges soit individuels, soit collectifs pour la suite. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci.